Alors, bonjour à tous, bienvenue à ce nouveau Facebook Live dans le cadre de l'initiative Pointe-à-Calière chez vous. Pour ceux qui se joindraient à nous pour la première fois, sachez que l'équipe du musée là, est avec vous chaque jeudi midi pour discuter de sujets reliés à l'histoire ou l'archéologie ou encore pour vous présenter des visites guidées virtuelles. Et là, on a une très bonne nouvelle pour vous. Jusqu'à la réouverture du musée, donc la réouverture physique, on sera avec vous chaque jeudi midi grâce à la collaboration de Desjardins. Donc, on est très heureux de ce beau partenariat. On tient à saluer les membres des Jardins qui sont parmi nous aujourd'hui, si c'est le cas. Alors, aujourd'hui, on aborde un sujet extrêmement intéressant. Donc, on va en apprendre un peu plus sur les dessous du montage d'une grande exposition avec nos deux spécialistes. Donc, on a Marie-Ève Bertrand, qui est archiviste des collections à Pointe-à-Calière. Bonjour, Marie-Ève. Bonjour. Et on a aussi Christine Dufresne, qui est chargée de projet aux expositions, aussi à Pointe-à-Calière. Bonjour, Christine. Hello. Donc, je vous explique le déroulement, c'est un peu comme d'habitude. Donc, vous pouvez poser vos questions à nos spécialistes, en dessous de la vidéo ou encore sur le côté de la vidéo, dépendamment de la façon dont vous regardez ce Facebook Live. Donc, on sera avec vous pendant une quarantaine de minutes. Je vais laisser Marie-Ève et Christine se présenter, vous expliquer un peu aussi rapidement là, les grandes étapes du montage d'une exposition, puis ensuite, on va passer aux questions. Donc, bon Facebook Live. Alors, bonjour, moi, c'est Christine Dufresne, je suis chargée de projet à Pointe-à-Calière depuis déjà plusieurs années. Alors, moi, je trouve que j'ai un métier vraiment très, très passionnant parce que je suis au cœur des expositions du début à la fin. Alors, ce qui est merveilleux, c'est que j'assiste à toutes les grandes étapes. Donc, j'ai un rôle de gestion, préparation de budget, d'échéancier, de calendrier, mais aussi, je travaille avec les équipes de création, donc la définition des thèmes, des contenus, avec les designers et aussi les musées prêteurs jusqu'à l'installation et à l'ouverture des expositions. Donc, c'est vraiment un travail qui est passionnant puis qui me fait apprendre plein de choses, même si ça fait plusieurs années que je fais ce métier-là. Bonjour, alors moi, Marie-Ève, archiviste des collections. Je suis à Pointe-à-Calière depuis 2008, donc ça fait déjà 12 ans. Ça passe très vite. Donc, c'est ça. Ça fait 22 ans que je suis dans le métier de la muséologie. Puis particulièrement à Pointe-à-Calière, mes actions, c'est plus au niveau des expositions avec les chargés de projet. J'ai la chance de pouvoir travailler sur tous les projets d'exposition avec les chargés de projet, donc d'être là en soutien du début à la fin jusqu'à l'ouverture de l'exposition. Donc voilà, on est prête pour vos questions. Oui. Oui, peut-être avant, on va essayer de dresser les grandes lignes là, d'une grande exposition internationale, puis après, les gens pourront nous envoyer leurs questions. Moi, je vais commencer parce que vous allez voir que moi et Marie-Ève, en fait, ça fait plusieurs années en plus qu'on travaille ensemble, donc c'est très chouette. On a eu plein de projets ensemble. Donc, on travaille ensemble tout le long. Moi, j'ai un rôle où mon implication commence dès le départ, quand le musée décide de faire une exposition. En fait, une des grandes étapes, c'est beaucoup la sélection des objets, la consolidation des prêts. Donc, on va choisir les objets qu'on veut présenter. C'est une grande, grande étape. Puis, en fait, les objets, c'est vraiment au cœur de toute la définition de l'exposition. Puis après, on travaille avec des équipes. Chaque musée a ses façons de faire. C'est sûr que ça se recoupe beaucoup. Nous, on travaille avec des équipes de spécialistes pour valider nos contenus à chaque étape, pour s'assurer d'amener des contenus scientifiques nouveaux, mais aussi toujours donner des données qui sont le plus à jour. Puis, on met aussi les contenus un peu comme un film, un genre de scénario d'exposition. Donc, on développe des thèmes, des sous-thèmes, on les place dans l'espace. Puis ensuite, on s'adjoint plein de collaborateurs, des designers qui vont développer toute une scénographie pour faire vivre cette exposition-là. Aussi des spécialistes en audiovisuel, si on veut rajouter des effets, des films, pour ajouter d'autres éléments. Donc, moi, je vais travailler avec ces équipes-là et les musées prêteurs, donc tout au long, jusqu'à l'installation où là, vraiment, le rôle de Marie-Ève devient très, 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 très prenant dans la préparation des expositions.
Oui, c'est ça. En fait, moi, mon rôle commence quand il y a une liste d'objets qui commence à se former. Bon, on crée une base de données avec les informations de chaque objet. Donc, il y a une fiche par objet. Donc, une exposition peut avoir de 300 à 1000 objets. Ça dépend des expositions. Donc, c'est de récolter toute l'information pour chaque objet, la photo, les dimensions, s'il y a des conditions particulières de présentation ou de conservation. Donc, c'est beaucoup d'informations à collecter tout au long. Puis ensuite vient l'étape d'organisation du transport, qui est une étape très majeure. Donc, il peut y avoir plusieurs prêteurs dans une exposition, des expos internationales, que ce soit en Europe, aux États-Unis, au Québec. Donc, ça demande une coordination assez particulière jusqu'au jour où les objets arrivent au musée, où on déballe les objets, puis là, ben, c'est là que le montage en salle commence vraiment. Donc, je ne sais pas si vous avez des questions particulières en lien avec les montages. Je pense qu'on a une première question. Quelles précautions sont prises pour faire voyager des artefacts d'une grande valeur d'un continent ou d'un pays à l'autre? Comment ça se passe? Donc, c'est sûr que ces étapes-là, disons qu'on fait affaire avec 5 musées en France, par exemple. Donc, nous, on fait affaire avec un transitaire qui va nous aider à faire les contacts entre le musée à Montréal et les musées en France. Donc, il y a des gens qui vont aller voir les objets pour évaluer le type d'emballage et d'encaissage requis pour les objets. Donc, un coup que les objets sont emballés, ben, il y a les transports terrestres du musée vers l'aéroport. Puis ensuite, il y a les convoyeurs qui vont accompagner les caisses d'objets. Qu'est-ce qu'un convoyeur? Un convoyeur, c'est la personne du musée qui est responsable des objets et qui va accompagner les objets du départ du musée prêteur jusqu'à l'arrivée au musée à Montréal. Donc, nous, on se rend à l'aéroport pour recevoir les caisses des objets et recevoir les convoyeurs. Donc là, c'est intéressant parce que là, on a un lien vraiment direct avec les personnes. Puis notre rôle, c'est de les rassurer que tout se passe bien puis que le musée est prêt à accueillir leurs objets. Donc, voilà, quand ça arrive au musée, ben là, il y a toute une étape là, de entrer les caisses dans le musée, puis d'un 24 à 48 heures à respecter avant l'ouverture des caisses d'objets. Donc, voilà. Prochaine question. Comment trouvez-vous les objets que vous voulez exposer? Bien, en fait, il y a plein de façons. Parfois, ça va... on va faire de la recherche. Parfois, il y a une exposition, on va faire une exposition sur un sujet. On va monter des dossiers de recherche très complexes sur le sujet. Et après, on va documenter, que ce soit par les bases de données, par les études sur le sujet, par d'autres grandes expositions qui ont été faites sur le sujet. Donc, on essaie vraiment d'aller voir à toutes les sources possibles, voir quels sont les meilleurs sujets pour représenter une exposition. Donc, on ne se limite pas à une façon. Donc, on regarde dans les musées qu'est-ce qui a été présenté, qu'est-ce qui pourrait être intéressant. Donc, et après, ben là, c'est le moment où on fait des sélections. Puis les sélections, ben, il y a plein d'autres facteurs qui rentrent en compte pour choisir ces objets-là. Il y a, est-ce qu'ils sont disponibles? Est-ce qu'ils peuvent voyager? Et là, ça, ce qui est le plus triste, des fois, il y a des conditions budgétaires aussi. Si on va emprunter 300 objets, par exemple, pour une exposition, ben, c'est sûr que si les objets viennent de 300 lieux différents, puis de beaucoup de pays à travers le monde, ça se peut qu'on soit obligé de rationaliser nos choix pour diminuer les frais de transport. Alors, c'était ma réponse. Question de Nicole. Combien de temps en général entre le choix du thème de l'exposition et le début de celle-ci? Ça, Christine, c'est des fois plus d'un an, plusieurs années. Oui. C'est vraiment extrêmement variable. Ça dépend du sujet, ça dépend de la disponibilité de l'exposition. Il y a des expositions, je vous dirais en moyenne, je pense qu'au musée, en 2-3 ans, c'est un peu le temps que ça peut nous prendre. Mais il y a des expositions où on a eu le sujet, on l'a travaillé, puis ça a pris 10 ans. Puis il y a d'autres expositions où des fois, l'opportunité est arrivée, il y avait un consortium, des choses qui se mettaient en place, puis il y avait une opportunité, puis on a sauté dessus, puis on l'a fait dans un délai beaucoup plus rapide d'1 année.
Donc, ça varie beaucoup. Donc, je dirais qu'au musée, on est très agile et ça dépend du sujet puis de l'opportunité. Donc, il n'y a pas un délai standard. Samuel nous pose la question à toi et moi, Christine, quelle est l'expo sur laquelle on a travaillé sur laquelle on a travaillé et on est le plus fier? Il y en a tellement parce que chaque projet, on a un attachement vraiment particulier. Moi, personnellement, j'ai travaillé sur une 50aine d'expositions à Pointe-à-Calière en 12 ans. J'ai eu un attachement particulier pour chacune d'entre elles. Je ne sais pas, Christine, toi, que c'est un coup de cœur particulier pour faire une expo. Là, la plus fière, j'avoue que je trouve ça terrible comme question. Je ne suis pas capable de choisir. C'est comme lequel de mes enfants j'aime le plus. Ils ont tous leur petit quelque chose. Il y en a où, quand on a fait les Grecs, je pense que c'était un défi extraordinaire parce que les objets étaient extraordinaires. C'est des objets qu'on voyait dans les livres qui nous faisaient rêver, qui n'avaient jamais voyagé. En même temps, je vous dirais, une autre exposition complètement différente, La petite vie, où un sujet drôle, mais l'auteur est encore vivant. Donc, contrairement à Alexandre Legrand, qui est un peu mort depuis longtemps. Puis, on a ri beaucoup, mais il y avait tout un défi au niveau des interactifs, puis d'aller chercher un public quand le sujet est encore vivant à la télé. C'est vraiment très dur, Samuel, ta question. Oui. Donc, on les aime toutes, nos expos. On est toutes fiers. Moi, j'avoue, celle à table, là, la gastronomie française. Oui. Il y avait au-dessus de 1000 objets. Ça a été un défi incroyable. Mais quelle beauté, cette exposition-là, quand on rentrait dans les salles avec les lustres de Saint-Louis, la vaisselle Hermès, c'est l'argenterie de Christophe. C'était vraiment... wow! Moi, cette expo-là m'a fait vraiment un peu... Oui. Moi, je pensais juste à manger comme le COVID, par contre, quand il y a eu à table. Mais oui, c'est vrai qu'elle est extraordinaire, elle aussi. Oui, vraiment. On est chanceux. Donc, plusieurs personnes nous demandent s'il est possible de voir des images du montage des expositions. Est-ce que vous documentez les montages? Oui, bien, surtout les communications. L'équipe des coms prennent des photos, font des petites vidéos des fois. Je pense que vous en avez vu passer récemment sur Facebook aussi. Je pense que justement, l'exposition à table, ils étaient allés filmer à l'aéroport quand l'avion a atterri, quand les caisses sortaient de l'avion. Donc, c'est vraiment chouette de pouvoir faire ça, des petites capsules vidéo. Mais oui, on documente très bien les montages d'exposition. Oui, peut-être qu'ils vont pouvoir les mettre accessibles. Puis vous allez voir qu'il y a des gants, donc il y a un côté très, très sanitaire là, qui est déjà mis en place, là, même avant la pandémie qu'on a à cause du souci de préservation. Puis vraiment, on fait tellement attention aux objets, puis on vise toujours un risque zéro d'accident et d'incident. Donc, j'imagine qu'il y a des images là, qui se retrouvent facilement, puis qu'on peut voir là, un peu comment ça se déroule, ces étapes-là. Il y a Elisabeth de 8 ans qui veut savoir comment on trouve les titres des expositions. Christine, peut-être tu peux répondre à ça. Oui, bien en fait, c'est un processus qui se travaille. Des fois, l'exposition, elle arrive, puis il y a le titre qui est là, mais le titre a plusieurs objectifs. Donc, on essaie de représenter l'exposition, que les gens, en quelques mots, sachent de quoi l'exposition va parler. Donc, déjà, c'est un défi. Souvent, on va avoir un grand titre, un sous-titre quand on veut préciser un sous-thème. Donc, on travaille avec la personne, le réalisateur de l'exposition, puis ensuite, avec le musée, on refait des propositions, puis on essaie de voir vraiment qu'est-ce qui colle, qu'est-ce qui représente le mieux notre exposition. Puis c'est sûr qu'il y a des sous-critères aussi après, par exemple, comme l'affichage. Si notre titre est trop long, puis il fait 4 lignes, bien, c'est pas un bon titre parce que les gens, quand ils vont être dans leur voiture, puis ou quand ils vont passer à côté d'un panneau, bien, si le titre est trop long, ça n'a plus l'air d'un titre. Donc, le but, c'est vraiment de refléter le sujet d'exposition, puis aussi, on veut quelque chose d'accrocheur, on veut donner le goût aux gens de venir voir notre travail. Plusieurs personnes demandent pourquoi attendre de 24 à 48 heures d'ouvrir les caisses, comme j'ai mentionné tantôt. Ça, c'est une question d'acclimatation au niveau de la température, de l'humidité. Quand la caisse part, exemple, d'Europe, fait du camion, fait de l'avion, on sait que dans les soutes d'avion, la température peut être très basse. Donc, vraiment,
il peut y avoir plusieurs heures entre le départ d'un musée et l'arrivée à Montréal. Donc, c'est là l'importance pour que les caisses d'objets s'acclimatent à l'environnement du musée pour que tout soit sécuritaire. Oui. Ah. Les assurances requises pour faire voyager. Est-ce que les objets voyagent tous en même temps? En fait, pour les objets, souvent, souvent les objets ne vont pas voyager tous en même temps. Par exemple, si un musée prête une grande collection, ça dépend toujours de l'ampleur. Il peut exiger que la collection voyage en plusieurs temps au cas qu'il y ait un accident d'avion ou un accident quelconque pour pas que la collection disparaisse. Donc, il peut y arriver qu'on sépare sur plusieurs vols une grande collection pour pas qu'il y ait un incident. Un peu comme certaines grandes entreprises vont faire si des directions vont voyager ou tout ça pour pas qu'il y arrive un bris puis qu'il y ait un désastre. Donc, il peut y avoir cette exigence-là de ne pas tout mettre sur le même vol d'avion. Ça dépend toujours de la quantité. S'il y a 2-3 objets, on ne fera pas nécessairement 2-3 vols différents. Donc, ça ne vient pas nécessairement de la demande des assureurs. Par contre, je ne sais pas si c'était la question, là, c'est vraiment comme une pratique qu'on fait pour protéger les collections puis assurer une pérennité s'il y a des accidents. Je ne suis pas sûre de comprendre la prochaine question, mais Michel Beauchamp qui demande, y a-t-il des tendances de questions d'expo? Par exemple, pour le repas français, y a-t-il des modes pour certains sujets? Des sujets qui sont tendances ou pas? Oui. Je pense que je pense que ça se dessine un peu tout seul, les modes. Là, on n'a pas comme un magazine, là, les tendances d'exposition pour les musées qui le fait, mais on se rend compte des fois quand on fait nos programmations, puis on sort nos programmations qu'avec d'autres musées, on a des intérêts pour des sujets similaires. C'est sûr que la programmation quand on la fait, on est dans l'air du temps, donc naturellement, on s'intéresse à des sujets qui intéressent les gens. Donc, ça se peut qu'il y ait pas des redondances, mais des recoupements avec certaines institutions. Comme l'alimentation, on remarque depuis quelques années, c'est vrai qu'il y a plus de choses sur l'alimentation. Il y a des choses, par contre, qui sont toujours populaires. Il y a des sujets, je vous dirais, il y a une fascination beaucoup pour les grandes civilisations depuis toujours. Je pense que peut-être parce qu'à l'école, on apprend, puis beaucoup d'entre nous, ça nous fait rêver les histoires d'Égypte ou de la Grèce antique. Donc, il y a des modes, mais je pense qu'il y a des sujets qui restent fascinants là, tout au long de notre vie, puis à travers les années. Une question importante, quel impact la crise actuelle a sur la présentation des expos temporaires et la conservation des artefacts? Si on prend l'exemple de Inca, l'exposition Les Incas, c'est le Pérou. Vous savez, l'exposition devait se terminer à la mi-avril. Donc, évidemment, on n'a pas pu procéder au démontage, les Européens ne pouvant pas venir au Québec pour démonter leurs objets. Donc, le musée a décidé de prolonger l'exposition jusqu'au 4 octobre, mais avant d'en arriver à cette décision-là, il a fallu demander à tous les prêteurs s'ils étaient d'accord avec ça. Donc, disons, s'il y a une dizaine de prêteurs, il fallait communiquer avec tout le monde, puis leur expliquer nos intentions, puis il fallait avoir une approbation écrite de tous. Ensuite, il faut renouveler les conventions de prêt, faire des addendas parce que les dates sont différentes, renouveler les assurances, renouveler les contrats avec les transporteurs. Donc, ça fait beaucoup d'étapes à préparer pour reporter une exposition comme ça. Puis, au niveau des mesures de conservation, ce qui a été fait à Pointe-à-Calière, étant donné qu'il n'y a plus de visiteurs et pratiquement plus de personnel en ce moment, l'éclairage dans les salles est éteint, on a recouvert les vitrines. Donc, les objets sont en sécurité dans les salles, comme s'ils étaient en réserve, en fait, à la protection de tout. Donc, voilà ce qui a été fait là, pour Inca, entre autres. Donc, prochaine question. Vous arrive-t-il d'acheter des expositions itinérantes et est-ce que vos expositions voyagent dans d'autres musées? Oui, je vous dirais que ça nous arrive d'accueillir des expositions qui ont été présentées ailleurs. Donc, souvent, puis
Des fois, ça peut être pratiquement tel que tel. Des fois, on peut faire des adaptations pour nos publics aussi, que ce soit au niveau du design ou des textes. Puis, avec beaucoup de fierté, nos expositions voyagent ailleurs. D'ailleurs, Les Reines d'Égypte, qui a été un très grand succès, a une tournée extraordinaire. On a une exposition aussi sur l'archéologie du Québec, Fragments d'humanité, qui voyage depuis quand même plusieurs années. Donc, on reçoit, on fait circuler, puis c'est bien, c'est un échange d'expertise, c'est bien pour nos visiteurs, puis aussi comme nous, comme employés de musée, c'est chouette parce que même en empruntant, c'est sûr qu'on travaille avec d'autres musées, mais ça nous permet de faire un échange d'expertise, puis de voir un peu comment les autres travaillent et comment nous, on travaille. C'est toujours enrichissant d'envoyer nos expositions à l'étranger, puis d'en recevoir aussi. Oui. Oui. Puis c'est intéressant aussi le volet itinérant. Pour nous, ça nous permet de voyager aussi, d'aller voir ce qui se fait dans d'autres institutions. Donc, c'est des belles expériences pour nous. Oui, Marie-Ève et moi, on a déjà fait un convoiement de 4 jours en camion. Alors, dans un autre FaceTime. Oui. Pas FaceTime, on vous le comptera. Oui. Prochain sujet. Donc, une autre question de Claudine Vien. Y a-t-il un objet que vous avez été très heureuse d'accueillir dans une expo qui représentait un rêve réalisé pour vous? Je ne sais pas, toi, Christine, si tu as eu des coups de cœur d'objets dans tes expos. Ben oui, mais moi, j'avoue que une des choses que j'aime le plus dans mon travail puis dans les expositions, c'est quand on ouvre les caisses, c'est de voir les objets. Puis, je ne sais pas si... bon, moi, il y a toujours des objets qui me font vraiment vibrer à chaque exposition, que j'ai hâte de voir, que je me peux plus quand on les déballe. Puis, il y en a beaucoup là, que j'ai eu des chocs de beauté émotifs par la portée de l'histoire. Là, quand on avait fait les Grecs, il y avait une couronne d'une des femmes de Philippe II qui était extraordinaire, là, qui bougeait et tout, puis qui avait une histoire vraiment magnifique. Je me rappelle quand on avait reçu cet objet-là, ça avait été pour moi vraiment un choc esthétique, tellement c'était beau. Non, mais à chaque exposition, j'avoue qu'il y a toujours quelques objets que j'attends avec une grande impatience. Quand on avait fait les Étrusques, on avait le sarcophage des époux du British Museum qui était magnifique. Puis l'installation aussi, il y avait beaucoup de défis. Donc oui, je pourrais continuer comme ça pendant 2 jours. Donc j'en ai beaucoup. Ben, j'avoue, j'en ai parlé un peu tantôt, l'exposition à table là, sur la gastronomie française. Quand ils ont déballé, il y avait à peu près 6 lustres dans les salles d'expo, des lustres de Saint-Louis. Puis c'est arrivé en pièces détachées. Chaque lustre est emballé individuellement. Puis il y a une équipe qui était venue pour installer les lustres, puis installer chaque cristal. Ça, c'était vraiment incroyable d'être témoin de ça. C'est vraiment magique, là. Donc, Elisabeth, 8 ans, qu'est-ce que vous préférez dans votre travail? Oh là là! Beaucoup de Ben, moi, en tout cas, il y a beaucoup de choses. Premièrement, c'est un travail qui est très, très varié. Donc, à chaque exposition, moi, j'apprends plein de choses. C'est un peu comme si je restais sur un éternel banc d'école parce que chaque exposition temporaire a un nouveau sujet ou des fois, ça me permet d'approfondir un sujet. Donc, ça, j'aime beaucoup ça. J'ai l'impression de toujours nourrir mon esprit. Puis aussi, le fait qu'on travaille beaucoup avec d'autres institutions, j'ai l'impression que ça m'ouvre beaucoup sur les gens, sur des façons de faire. Donc, j'ai l'impression que c'est un travail qui me garde très active, puis très active, puis très ouverte aussi dans mes relations avec d'autres pays, d'autres gens, d'autres musées. Oui. Donc, c'est très stimulant. Oui, je suis d'accord avec Christine. C'est vraiment un immense travail d'équipe. Puis de côtoyer toutes ces personnes-là, différents corps de métier, différentes personnes qui viennent de l'étranger. Ça, c'est un aspect vraiment intéressant. Une exposition, ça se fait pas tout seul, chacun de notre côté. C'est vraiment un grand travail d'équipe. Puis ça, c'est une richesse incroyable. On est chanceux de pouvoir faire ça. Puis d'avoir accès à des objets, d'être présent quand on déballe les objets, on est vraiment privilégié de pouvoir être témoin de ça. Là, les visiteurs voient les objets dans les vitrines, mais nous, on les voit
quand on les déballe, puis on peut les observer de proche. Donc, il y a une intimité vraiment particulière autant avec les humains qu'avec les objets de collection. Alors, plusieurs personnes demandent quels sont vos parcours universitaires et de carrière pour vos métiers respectifs. Moi, j'ai une formation en histoire de l'art, puis en muséologie. Avant d'être à Pointe-à-Calière, j'ai été chargée de projet au Musée des beaux-arts du Canada aussi, aux expositions. Donc, j'avais un poste similaire, mais dans une structure différente. Puis avant ce poste-là, j'étais directrice d'une exposition, d'un centre d'exposition au Témiscamingue, à Ville-Marie. Donc, c'est mon parcours. J'avoue que je suis chanceuse parce que j'ai toujours, de ma vie professionnelle, j'ai toujours travaillé dans les musées, là, sauf quand j'étais étudiante, là, j'ai été monitrice de camp de jour, puis prof de piscine, de natation, mais ça, c'est des emplois d'étudiants, mais j'ai toujours, depuis que j'ai fini mes études, le jour 1, j'ai toujours travaillé dans des organisations, des institutions muséales. Donc, c'était mon choix de carrière, puis ça s'est bien réalisé. Moi aussi, j'ai été chanceuse. Moi, il y a plus de 20 ans déjà, ça passe très vite. J'ai fait la technique en muséologie au Collège Montmorency, donc je les salue. La technique a déjà 25 ans. J'étais dans les premières cohortes, donc j'ai eu la chance de faire cette formation-là. Puis ensuite, j'ai complété avec des formations universitaires en histoire de l'art, en archivistique, en animation culturelle. Donc, ça m'a permis, là, ça fait déjà 22 ans que je suis dans le milieu, donc j'ai eu la chance vraiment de pouvoir toujours être dans le milieu des musées. J'ai travaillé au Centre canadien d'architecture aussi pendant 10 ans. Donc, on est choyé d'être dans ce métier-là. Donc, Victoria, 5 ans, demande comment s'élabore la programmation? Qui décide des sujets des expositions présentées? Christine, je te laisse répondre. Oui. En fait, il y a un comité de programmation au musée qui choisit les expositions. Donc, puis parfois, quand ce comité-là, des fois, il y a des expositions, nous, qu'on part, puis ça, c'est vraiment une richesse parce que à Pointe-à-Calière, il y a beaucoup d'expositions qu'on part de zéro. Donc, des fois, là, notre patron nous dit « je veux faire une expo sur tel sujet ». Puis, donc, le musée, on part l'exposition de zéro, choisit les objets, va chercher les gens. Fait que c'est vraiment un travail de création de A à Z. Puis d'autres fois, il y a des opportunités. Il y a des expositions itinérantes ou des fois, on va développer des projets avec d'autres musées, des projets communs. Donc, il y a plusieurs étapes, mais il y a un comité de programmation qui entérine les choix d'exposition. Donc, puis si on a des choix pour nos prochaines expositions, il y a cette question-là. C'est sûr qu'une programmation de musée, ça se fait à l'avance. Là, on voit moi puis Marie-Ève, puis on travaille beaucoup ensemble, mais on est beaucoup de personnes, il y a beaucoup d'équipes, il y a beaucoup de gens qui mettent la main à la pâte, puis une exposition, c'est beaucoup de travail, c'est du beau travail, c'est extraordinaire, mais les programmations, ça se développe longtemps à l'avance, puis pour plein de raisons, parce qu'il y a beaucoup d'étapes qui sont longues, puis juste de négocier les prêts, puis que les musées qui nous prêtent les objets puissent préparer ces objets-là, les permis de sortie quand ça vient de l'extérieur. Donc, plus souvent, on sait déjà, nous, les expositions sur lesquelles on va travailler cette année, l'année prochaine, puis les années à venir aussi. Donc, c'est sûr que des fois, les choses peuvent bouger. Là, on le voit présentement, on a des mouvements dans notre programmation à court terme, mais on le sait longtemps à l'avance, là. Donc, Nicole Brisson, à part les finances, quelles sont vos contraintes principales? Oh là là! Des contraintes, il y en a plusieurs à différents niveaux, en fait. Bon, les contraintes budgétaires, oui, c'est un sujet, mais en dehors de ça, si on parle au niveau des objets, parce que là, on parle de surtout montage d'exposition, chaque exposition a son défi, puis tout dépend du nombre d'objets, du nombre de vitrines, du nombre de convoyeurs, du nombre de caisses, la grosseur des objets, le poids des objets, la fragilité des pièces, est-ce qu'il y a des supports qui accompagnent les objets ou pas? Donc, tout ça, ce sont des contraintes qu'on a à chaque exposition qui fait que ce sont des défis variés selon
l'expo qu'on monte, là. Je ne sais pas si tu veux ajouter quelque chose, Christine. Non, mais oui, c'est sûr, comme dans chaque travail, il y a plein de choses. On peut choisir des objets, mais un objet peut être trop fragile pour voyager ou l'objet peut être trop gros pour rentrer dans notre monte-charge. Bon, si jamais on veut un objet très, très gros. Donc, les défis sont multiples. Fait que c'est sûr qu'il y a financièrement, mais il y a des choses qui peuvent arriver en cours de route qui font que il y a des étapes qui ne se réalisent pas exactement comme on le souhaite. Donc, c'est un travail de longue haleine puis d'ajustement pour s'assurer qu'à la fin, ce qu'on veut faire se réalise. Mais c'est sûr qu'il y a toujours des petits ajustements qui se passent en cours de route, là, des surprises. Des fois, les chargés de projet peuvent trouver un objet à insérer dans une exposition, mais s'il manque de documentation sur cet objet-là, s'ils ne sont pas capables de le dater ou de connaître le contexte, ben, des fois, peut-être qu'il faut abandonner cette pièce parce qu'ils ne sont pas assez documentés. Donc, pour un cartel d'objets, si tu n'es pas capable de décrire la pièce, ben, c'est moins intéressant pour le visiteur, en fait. Ouais. Donc, une seconde question. Y a-t-il des projets d'exposition qui ont dû être abandonnés? Ben, j'avoue que moi, ça m'est jamais arrivé d'avoir à abandonner un projet d'exposition. Des objets, oui, par contre, justement, des raisons des fois de conservation où l'objet était déjà prêté ailleurs, mais j'ai jamais eu à dire non, je suis obligée d'abandonner cette exposition-là. Là, on vit une période vraiment particulière avec le COVID. Peut-être que si on avait la même discussion dans quelques mois ou dans un an, on va voir comment les choses. On est positif, on espère revenir bientôt. Peut-être que le COVID aura ces effets-là. C'est sûr qu'il y a probablement des histoires de projets où rapidement, on veut faire un projet puis ça ne fonctionne pas. On ne va pas jusqu'au bout, mais moi, ça ne m'est jamais arrivé là, d'avoir un projet en cours puis de ne pas avoir à le mener à terme. Là. Alors. Quels sont les défis lorsqu'on doit adapter une expo conçue par une autre institution versus la concevoir? Oui. C'est sûr, c'est en termes de temps, surtout. Là. Oui. Déjà, la majorité des textes qui existent, des cartels, puis que le choix d'objet est déjà fait, bien là, il y a plusieurs étapes qui sont déjà faites. Donc, dans le temps, on a besoin de moins de temps pour concevoir une exposition. Donc, c'est sûr que ça l'aide. C'est sûr que ça l'aide un peu dans le sens où quand l'expo, elle existe déjà, elle vient. Puis, dans le fond, c'est quand on reçoit cette exposition-là, il faut la penser en fonction de notre espace. Ça a l'air simple comme ça, mais dans le fond, c'est comme si le magasin vous donne un divan, puis il faut que vous le rentiez dans votre salon, mais si vous ne l'avez pas choisi, ça se peut qu'il bloque la fenêtre, puis qu'il cache votre télé, puis que vous n'avez plus accès à votre bibliothèque. Fait que c'est de repenser aussi toute la configuration pour que ça marche dans nos espaces. Aussi, il y a au niveau de nos publics, il y a quelque chose que chaque musée a, puis c'est extraordinaire. Quand on fait nos expositions, on pense à nos visiteurs, on pense à eux. Donc, on a un ton, on a une signature. Donc, des fois, l'exposition est super, mais des fois, on se peut dire ouais, nous, il me semble que notre public aimerait ça en savoir plus sur tel sujet parce que au Québec, présentement, depuis 2-3 semaines, on parle beaucoup de ça. Donc, peut-être que ce texte-là, sur cet objet-là, on devrait le rallonger. Fait qu'il y a une analyse aussi au niveau des contenus, dans le sens où est-ce qu'on les ajuste un petit peu pour que notre public se retrouve en fonction de notre actualité, en fonction de ce qu'il est habitué de voir au musée, en fonction de notre signature? Donc, c'est des petits ajustements qu'on fait quand on reçoit une exposition là, de l'extérieur. C'est vraiment le design, puis au niveau des textes, l'élément qui est majeur, s'assurer que ça fonctionne bien là, dans nos espaces, puis pour les gens. Oui. Il y a Lisa Morel qui nous demande si on a des anecdotes de convoiement. Ben, Christine, on peut peut-être parler rapidement de notre aventure au Texas. On a eu la chance de convoyer une exposition qui s'appelait Terre d'Asie. C'est une exposition que Christine a fait. Puis l'exposition partait au Texas, à Fort Worth, au Kimball Art Museum. Puis il y avait à peu près une 50aine de caisses qui devaient voyager dans 2 camions différents. Puis dans un des camions, il y avait des objets qui demandaient des permis spéciaux. Donc, Christine et moi, on était chacune dans un camion.
Christine, elle devait passer par New York et moi, j'allais directement au Texas. Donc, moi, j'ai fait 38 heures de camion non-stop, là. Puis Christine, je te laisse compter ton aventure. Ben moi, j'étais chanceuse. Moi, j'ai eu un arrêt à New York, fait que j'ai pris une douche de plus que Marie-Ève. Mais c'est sûr que là, on fait nos douillettes, mais c'est la vie de route, c'est une vie. Puis les camions sont tellement gros que on arrête juste dans des arrêts de camionneurs, puis on peut pas se laver, puis faut pas arrêter longtemps parce que c'est normal, il y a une perte d'argent, puis tout est pour les camionneurs aussi, on essaie d'arriver dans le temps. Fait que c'est sûr que nous, quand on est arrivé là-bas, Marie-Ève est arrivée avant moi. Moi, j'avais mal aux jambes. Là. Je me sentais comme si j'avais couru le marathon, même si j'étais juste assise. Puis je me sentais aussi pas propre. Mais j'avoue que quand on s'est retrouvés, là, c'était presque comme dans un film. Je suis sortie du camion en courant et, j'ai réalisé. Puis c'est gênant aussi parce que les gens du musée, il y en a que je connaissais, il y en a que je connaissais pas. Donc, on se parle depuis des mois, puis tu sors du camion, puis t'as mauvaise haleine, t'as les cheveux gras, puis tu pues. Puis ça fait 2-3 jours que tu es assis dans ton coton ouaté. Alors, c'est ça. Alors, ça fait des souvenirs. Mais c'est des belles expériences. Oui. On va s'en souvenir toute notre vie. Oui. Merci, mesdames, pour cette anecdote. Je finirai peut-être avec une dernière question. Avec tout ce qu'on vit présentement, on parle beaucoup de distanciation sociale, etc. Est-ce que vous pensez que ça va avoir, puis peut-être que déjà vous l'avez en tête, mais est-ce que vous pensez que ça va avoir un impact sur le design des futures expositions, des prochaines expositions? Oui. C'est sûr qu'en tout cas, à moyen terme, puis probablement dans le futur aussi, déjà, on y pense pour la réouverture, qu'il y ait un espace, que lavage de main. Donc, on est déjà dans cette réflexion-là. Puis je pense qu'on est quand même, les musées, on est quand même choyés parce qu'on a un rôle qui est un peu contradictoire, qui est beau. Hein, on a un rôle de préservation des objets. On ne veut rien briser, on veut les conserver pour l'avenir, pour le futur, mais en même temps, on veut les présenter pour les faire découvrir. Fait on a déjà cette réflexion-là de faire attention beaucoup aux objets, mais là, c'est de rentrer aussi les gens avec une distance. Fait que moi, je suis positive. Je pense que ça va bien se faire, là. Mais oui, on y pense dans nos prochaines... Tout l'aspect aussi quand on est en montage en salle, il y a plusieurs corps de métier qui sont là en même temps dans une salle. Donc, ça va être notre prochain défi, là, comment gérer le travail de tout le monde. Est-ce que ça va prendre plus de temps à monter des expositions? Est-ce qu'il va falloir faire des calendriers différents avec les équipes espacées? Donc, on est vraiment en mode réflexion en ce moment pour notre prochain démontage et montage d'exposition qui va se faire cet automne. Parfait. Merci beaucoup. Puis pour ceux qui ne le savaient pas, peut-être le répéter, mais justement, une fois que le musée sera réouvert, évidemment, on ne connaît pas encore la date, mais donc les gens pourront voir l'exposition Les Incas et le Pérou jusqu'au 4 octobre. Et on a annoncé aussi la présentation d'une nouvelle exposition qui s'appelle Le Monde en tête, donc d'ailleurs sur laquelle Christine travaille, donc à l'automne prochain, donc qui vous sera présentée. Et il y avait l'exposition Place au cirque qui devait être présentée cet été et elle sera reportée à l'été prochain. Donc, si vous voulez avoir des détails, vous pouvez vous rendre sur le site de Pointe-à-Calière, donc pacmusée.qc.ca. Puis sinon, on vous invite à partager ce Facebook Live, évidemment, à suivre la page de Pointe-à-Calière pour voir tous nos événements des prochains jeudi midi. Et puis, s'il y a des questions à laquelle on n'a pas pu répondre ou on n'a pas eu le temps, bien évidemment, on répondra en commentaire avec l'aide de Christine ou Marie-Ève. Alors, voilà, merci beaucoup d'avoir été avec nous, mesdames, et tout le monde à la maison. Donc, on se revoit jeudi prochain. Bye bye, bonne journée. Bye.